Eh bien bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la première édition de la semaine de la revue des Grandes Unes et c'est donc sur ce plateau avec nos invités déjà installés confortablement. Nous allons faire le tour de quelques sujets traités par les tabloïds. La Nouvelle Expression parle du Nord-Ouest, près de 200 élèves enlevés à Kumbo, donc le rap à Saint-Augustin College Kumbo, deuxième grande ville de cette région, après notamment Bamenda, a vu aussi l'enlèvement d'un enseignant et de deux agents de sécurité du même collège par des hommes armés, non identifiés, mais beaucoup de flou donc et d'interrogations autour de l'opération. C'est en page 5 du journal. Le journal qui parle également de l'affaire MRC. Un des avocats libérés raconte « J'ai été donc arrêté ». Pas sur la voie publique, pas dans un attroupement, mais sur la cour d'une microfinance, sans qu'une infraction soit donc commise. C'est à découvrir en page 7. Le même journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la douane camerounaise, avec un ex-directeur général qui repose désormais en paix. C'est à lire en page 3. Et d'autres informations aussi que je vous invite à découvrir dans le journal ce matin. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques parle de Titus Edjoa. Le système BIA, par incompétence, a donc sous-estimé la crise anglophone dans une volumineuse lettre ouverte adressée à Paul Biya, l'ancien tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République, analyse justement froidement le conflit qui secoue notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, non sans suggérer des pistes de sortie de crise. C'est en page 3 du journal. Le journal parle aussi de la lettre avec 79 000 enfants et adolescents qui vivent avec le VIH-Sida. Révélation faite donc par le représentant de l'UNICEF au Cameroun en page 6 et aussi succession au sommet de l'État. Chantal Biya, après Biya, c'est une question. Jeune Afrique présente d'ailleurs la première dame comme la vraie dauphine du chef de l'État. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal parle également des transporteurs terrestres qui dénoncent d'ailleurs un gouverneur, ils viennent donc de saisir le ministre de l'administration territoriale à cet effet. Ça découvrir dans le journal en page 6 de ce numéro. Et puis le du Sahel qui est dans les kiosques parle aussi de l'affaire Nextel, nouvelle offensive vietnamienne auprès du gouvernement. C'est en page 4. Le journal parle également du gouvernement avec la nomination de Manaouda Malachi qui est donc célébré à Mokolo. Donc à lire en page 3 du journal. Et on s'intéresse également au recrutement de 232 enseignants pour les universités du Grand Nord. C'est en page 8 de ce journal. Et puis à Faro, 4 personnes enlevées à Pathé Manga. C'est en page 4 du journal Les du Sahel dans les kiosques ce matin. Un autre journal qui est dans les kiosques aussi, c'est le quotidien Émergence, le quotidien privé bien entendu, qui parle de Mamadou Motard, qui dit nous allons relancer les marches pacifiques. C'est ce que dit d'ailleurs ce représentant. Il est aujourd'hui, en tout cas après l'arrestation et l'incarcération du professeur Maurice Kamto, il a été donc désigné par le directoire président par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans une interview au Fleuve, donc il s'étale sur les actions qu'il entend d'ailleurs mener avec ses camarades du parti. Ça a découvert dans le journal en page 5 de ce numéro, l'émergence qui est dans les kiosques, qui s'intéresse aussi à autre sujet que je vous invite à découvrir, parlant du tribunal criminel spécial, mais Bengo, cuisiné, carrément, aussi avec l'excès de vitesse, le top 13 des agences de voyage épinglé par le ministère des Transports, c'est à lire dans le journal Émergence ce matin. Et puis toujours dans les kiosques, on va retrouver le journal Repère qui s'intéresse à l'actualité et qui parle notamment de la crise anglophone Boko Haram et prise d'otages dans la Damawa, l'urgence des mesures spéciales. C'est dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal a d'autres informations aussi à lire. Et puis l'essentiel s'intéresse notamment au Cameroun avec le bal et aussi de ce que les médias font d'ailleurs, qui jouent au tir. Qui en veut à Chantal Biya, c'est le grand titre du journal Émergence ce jour, et qui s'intéresse justement à l'actualité au Cameroun, avec d'autres faits que je vous invite à découvrir ce matin. Le journal Le Financier d'Afrique s'intéresse notamment à la CEMA, qui demande donc l'ouverture d'un débat sur l'avenir du franc CFA dans notre pays. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce jour également. Et puis on va découvrir autre chose. Cameroun Tribune qui est dans les kiosques également ce matin. Cameroun Tribune parle de Promote à faire, Promotella,
et donc tout un dossier sur cette question. Il s'intéresse aussi à autre chose qui parle des défenses, forces donc du Cameroun et qui s'intéresse davantage à l'actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et aussi chez d'autres faits que je vous invite à lire dans le même journal disponible ce matin. Voilà du moins ce que la presse propose. Le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle également de la période 2007-2017, fortunes diverses, donc des réformes au OHADA au Cameroun. Tout un dossier sur cette question également ce matin dans le même journal. Voilà ce que la presse nous propose ce jour. Et sur ce plateau, nos invités, Thierry Ngapé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, je dis également bonjour à Bena Batana. Je n'oublie pas nos téléspectateurs qui nous regardent tous les matins avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. Merci. Alors Bena, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Thierry. Good morning, Kumba. Good morning, Bouya. Remember one thing, we are all brothers and sisters. Merci, bonjour et bienvenue. Donc avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets que la presse nous propose ce matin. La nouvelle expression qui s'intéresse aux régions du nord-ouest et du sud-ouest avec le nord-ouest carrément ce matin. Près de 200 élèves enlevés à Kumbo, c'est le grand titre du journal et on s'intéresse justement le journal qui fait le rappel même de ces enlèvements dans la plupart de ces établissements. Alors Thierry, il ne s'agit pas seulement de 200 élèves qu'on a enlevés. Parce que la cote d'alerte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été atteinte. Je vous souviens qu'il y a quelques jours, il y a l'hôpital qui a été brûlé. Et donc, il y a 200 élèves qui ont été enlevés. Il y a même un capitaine de l'armée qui a été tué à Bouya le même samedi. Cela veut dire que les conséquences sont très graves. Graves parce que l'école Saint-Augustin, où les élèves ont été enlevés, a été fermée, effectivement. L'église même a été fermée. Toutes les structures sociales s'amenuisent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut dire que la cote d'alerte a été atteinte et que les pouvoirs publics, comme je le dis toujours, doivent prendre la chose en main. Il vous souvient, moi j'ai lu la présentation qu'a faite de ce problème anglophone par Edouard Titus, qui est quelqu'un qui a été proche du pouvoir, qui a été dans les règnes du pouvoir pour dire que c'est l'incompétence. Il vous souvient aussi que le problème anglophone ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vieux problème qui a pris des allures aujourd'hui de sécession. Toujours devant l'œil et le nez des autorités compétentes qui n'ont rien fait jusqu'ici. On pense qu'aujourd'hui, la cote d'alerte a été atteinte. On risque de voir le nord-ouest et le sud-ouest se transformer en no man's land. Quand on a fermé les écoles, quand on a fermé les hôpitaux, quand on a fermé les églises, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus personne de toute façon. Alors, donc, lorsqu'on parle du titre de la nouvelle expression qui parle de 200 élèves enlevés à Kumbo, il y a également le messager qui revient ce matin avec le courrier des titres au chef de l'État. Le système BIA, par incompétence, a sous-estimé la crise anglophone. C'est un avis. Un avis à prendre avec beaucoup d'intérêt, connaissant Titus Ezora comme étant un ancien commis de l'État, l'ancien tout-puissant secrétaire général de la présidence de la République, comme prêtait d'ailleurs des ambitions présidentielles. Donc il connaît le sérail, il sait certainement de quoi il parle. Il a certainement géré d'autres dossiers similaires avant que la crise anglophone ne naisse, avant ces dernières 17 ans qu'il a passé dans les geôles, en fait dans les prisons du côté de Yaoundé. Donc c'est quand même un sujet assez préoccupant. Le journal La Nouvelle Expression a fait une sorte de flashback pour nous rappeler tout ce qui a été fait de mal en ce qui concerne les rafles de ce côté. 200, c'est quand même assez important. Quand Bernard dit que rien n'a été fait, je ne pense pas. Beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait dans la perspective de permettre aux régions anglophones de retrouver un léger mieux. Mais il est clair que nous sommes face à un camp qui est totalement braqué, à un camp qui ne veut plus rien entendre. On a écouté certaines sirènes qui demandaient que le président Biya y opère une sortie, y descende sur le terrain, que même dans ses différents discours, qu'il fasse un clin d'œil. Je crois que des clins d'œil ont été faits. Peut-être lors de la dernière adresse à la jeunesse, il n'a pas clairement spécifié la jeunesse anglophone, mais il a quand même parlé de cette jeunesse dans des zones de conflit.
c'est assez préoccupant quand même. Il faudrait que, vu que la cote d'alerte est atteinte, je le souligne dans l'un des articles du journal confidentiel qui apparaît aujourd'hui, malheureusement vous ne l'avez pas sur ce plateau, on espère que vous l'aurez demain, où on parle de la cote d'alerte. Parce que quand les écoles sont vidées, quand les hôpitaux sont brûlés, quand les régions sont coupées des autres, je vous assure, il y a des heures qu'on ne traverse pas quand on va du côté du sud-ouest. Il y a des heures qu'on ne traverse pas, il y a des zones où on n'arrive pas à plus de 18 heures. On a comme l'impression, Bernard l'a souligné tout à l'heure, on a comme l'impression qu'il s'agit d'un no man's land. Moi, je parlerai même de Far West, parce que quand vous voyez parfois les corps des sécessionnistes, entre guillemets, qui jonchent les rues, simplement parce qu'il y a eu un échange de feu entre l'armée loyaliste et les forces rebelles. Il faut comprendre quand même que la cote d'alerte est atteinte. Vivement que le gouvernement prenne des mesures plus drastiques, davantage pour ramener l'ordre et la sérénité de ce côté, parce qu'on ne saurait priver toute une génération. Parce que là, c'est une bonne partie qui est en train de partir en ville. Il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas à l'école. Il y a maintenant même l'accès aux soins devient problématique. Beaucoup de parents qui avaient envoyé leurs enfants de ce côté, parce que nous, par exemple, qui est anglophone, qui ne l'est pas. Moi, sur mes enfants, j'ai 2 enfants qui font l'école anglophone. Est-ce que par rapport à ceux qui font l'école francophone, ils vont dire qu'ils ne sont plus des frères et sœurs, qui ne viennent plus de la même fratrie? Non, il faudrait que l'on comprenne que ce ne sont que des repères historiques qui ne devraient pas annihiler notre vivre ensemble. Nous sommes d'abord des Camerounais. Il n'est pas question de dire que tel est anglophone, tel est francophone. Le problème de gouvernance se pose nécessairement, on l'a toujours dit. Les problèmes anglophones sont des problèmes spécifiques, certes, mais il y a des problèmes de gouvernance partout. Il ne s'agit pas seulement des zones anglophones. On a parlé des questions de sécurité tout à l'heure, et au terme de la rencontre, en tout cas, des gouverneurs à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale a rappelé, a donné même des instructions à ces gouverneurs des régions d'accentuer les mesures de sécurité pour assurer la sécurité justement des personnes et des biens dans la plupart de ces régions. Et chacun essaie de faire le bilan de sa vie dans sa région. Oui, c'est le rituel. C'est le rituel, c'est déjà entendu, déjà vu. Et chaque fois que les gouverneurs se rencontrent, chaque fois que les politiques, les administratifs se rencontrent, ils disent toujours, il y a un mot, la situation est sous contrôle. Pendant qu'on dit à Yaoundé que la situation est sous contrôle, à Koumba, on met le feu à un hôpital. Pendant qu'on dit à Yaoundé que la situation est sous contrôle, à Koumba, on attaque justement le cortège du gouverneur du sud-ouest. Mais de quel contrôle parle-t-on donc? Si on peut aisément mettre le feu dans un hôpital, si on peut aisément mettre le feu dans une station de police ou de gendarmerie, si on peut aisément enlever 200 élèves, de quel contrôle parle-t-on? Quelle situation est sous contrôle? Finalement, qui contrôle quoi? Mais il faut qu'on le sache. Vous avez semblé oublier de dire qu'au même moment, on enlève des gens du côté de la Damarois. Tout ce qu'on sait, on sait que le ministre a rappelé quand même que la situation va être sous contrôle et les mesures de sécurité vont être renforcées pour éviter davantage ce genre de situation. Oui, notamment autour des hôpitaux, autour des stations d'essence, parce qu'une station d'essence qui brûle, vous pouvez imaginer ce que cela peut produire dans une ville. Autour des zones sensibles, telles que les ponts. D'ailleurs, il y a une sécurité qui a accru à ce niveau, des édifices publics. Il faudrait davantage accentuer la sécurité parce qu'on a comme l'impression qu'on a face à l'État ou à l'armée loyaliste des gens qui veulent opposer plus une résistance pacifique, mais une résistance qui a dépassé même le temps du maquis. Il y a une certaine thèse, Flavien Valo, qui pense qu'il faudrait peut-être que l'on procède comme les Blancs, comme les colons l'avaient fait à l'époque coloniale, à l'époque du maquis, c'est-à-dire concentrer les gens de ces parties du pays, notamment le sud-ouest et le nord-ouest, les confiner en des camps, leur permettre de vivre en journée totalement sous contrôle et que toutes les personnes qui seraient hors de ces camps de concentration soient véritablement traquées parce qu'en principe, elles se seraient mises hors la loi. Mais quoi qu'on dise, personne ne peut aller au-delà de l'État. L'État reste fort. Et c'est pour cette raison que Paul Atangandi l'a dit, ils mettront des bouchées d'eau pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens. Et que, effectivement, l'urgence est plus que jamais en cela. Il faudrait donc que l'on comprenne. Le président lui-même l'a dit. En créant la Commission nationale pour le désarmement et la réintégration, c'était pour permettre justement que cette situation se tasse. Mais apparemment, elle continue à s'accentuer. J'ai comme l'impression que d'ici peu, des mesures seront davantage
plus drastique, mais vivement quand même que l'on fasse des efforts parce qu'il y a des innocents de ce côté du pays qui n'ont pas demandé à être dans cette situation-là. Très bien. Alors, la nouvelle institution qui parle du Nord-Ouest, près de 200 élèves enlevés à Kumbo. Il y a le messager qui revient également sur le système BIA, par incompétence, à sous-estimer donc la crise anglophone. Repère de ce matin parle également de la crise anglophone, Boko Haram, prise d'otages dans la Damawa. Donc, l'urgence des mesures spéciales. Oui, il faut que comme le dit Thierry, que des mesures spéciales soient prises. Et moi, je dis toujours, tous les jours, on prend des mesures spéciales et tous les jours, il y a des enlèvements. L'essentiel pour le Camerounais lambda, c'est de savoir qu'il peut aller aisément à Kumba, qu'il peut aller aisément à Bouéa, qu'il peut aller aisément dans la Damawa. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas de dire que la situation est sous contrôle, on va prendre des mesures, alors que sur le terrain, ce n'est pas le cas. On ne peut pas facilement prendre une voiture, je dis toujours, au rond-point d'Edo et dire qu'on part à Kumba aisément. Ça ne peut pas se faire, on ne peut pas le faire en toute quiétude. Mais il faut que chaque Camerounais se sente en sécurité au Cameroun, si tant il est vrai qu'on dit que c'est un État unitaire. On ne peut pas hésiter à aller à Kumba, alors que le discours officiel dit que les mesures de sécurité seront prises. Mais il faut que ça se répercute sur le terrain. C'est de cela qu'il est question. Il faut que ce soit palpable. Il est de la sécurité comme du développement. On ne peut pas dire sur les antennes que bon, il y a un développement, alors qu'à l'hôpital, on ne peut pas trouver la moindre nivaquine. Ça, c'est sur le terrain qu'on ressent cela. Ce n'est pas dans les discours. Alors, oui, c'est vrai, mais parce que regardez la fête la célébration de la fête de la jeunesse. Les enfants de cette partie du pays ou de ces parties du pays n'ont pas célébré cette fête alors que le thème lui-même parlait de cohésion, de participation, d'implication des jeunes dans l'éducation du pays, dans cette cohésion sociale-là. Ce n'est pas le cas. Il faudrait que l'on quitte la parole aux actes. Et je crois que beaucoup d'hommes politiques l'ont compris. Beaucoup parlent de paix, beaucoup parlent de dialogue. Il faudrait justement que le pouvoir en place continue à comprendre que peut-être c'est l'une des voies de sortie. Et je crois, j'ai lu une tribune, j'ai publié une tribune dans laquelle le président du parti, le PEA 48, le parti d'Esprit d'Avril 48, où il demande effectivement, ou souhaite que le président Paul Biya fasse preuve de sagesse, comme il a toujours fait preuve de sagesse, en libérant notamment le professeur Maurice Kamto et compagnie, en permettant à Sissoko Ayuk Tabe et les autres de se rencontrer, pourquoi pas, autour d'une grande messe au cours de laquelle on pourra effectivement parler véritablement des problèmes du Cameroun. Peut-être à partir de là, on va un peu décanter la situation, on va peut-être faire taire les armes, mais il faudrait en même temps que ceux qui sont les belligérants comprennent que l'État reste fort, parce qu'eux, ils utilisent des abalèques, des fusils de chasse et tout ça là, alors que l'armée loyaliste a des mitraillettes, des kalachnikovs et tout ça là. Donc, même en termes de poids sur le terrain de résistance, si l'armée camerounaise décide de descendre sur le terrain, je crois qu'en moins d'une semaine, on va raser toute cette partie du pays jusqu'aux personnes qui sont embusquées dans les forêts. Mais ce n'est pas notre souhait parce qu'un Camerounais qui meurt n'a pas de prix. Voilà. Alors, lorsqu'on fait le tour des sujets qui s'intéressent notamment à la crise anglophone, dans les régions anglophones véritablement, on s'intéresse davantage au titre de Le Messager avec la sortie du Titus Edouard, qui parle d'incompétence quand même de ce gouvernement qui a sous-estimé la crise anglophone. Et c'est une volumineuse lettre ouverte adressée à Paul Biya. Alors, vous savez que Titus Edouard, c'est quand même un haut cadre de l'administration qui a été dans les règnes du pouvoir. Il a été secrétaire général de la présidence de la République. Il sait donc de quoi il parle. Malheureusement, on ne parle ainsi que lorsqu'on est de l'autre côté, lorsqu'on est en face. Il ne se prétendre que de sa propre turpitude. Il a été dans les règnes du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour désamorcer ce problème anglophone qui aujourd'hui... C'était déjà latent. C'était déjà latent quand il est secrétaire général de la présidence de la République. Concrètement, ce n'est pas tout de venir dire que l'incompétence du gouvernement. Non. Ça, ça a un effet boomerang par rapport à lui. Qu'est-ce que lui, il a fait au moment où il était dans les règnes du pouvoir, au moment où il était aux affaires, au moment où il a occupé un haut poste de secrétaire général à la présidence de la République, qui nous disent que voilà ce que j'ai proposé, qu'on a refusé.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de sortir pour dire que c'est l'incompétence du gouvernement. Le gouvernement, c'est pas un serpent de mer, non. Il a été de plusieurs gouvernements dans ce pays. Et qu'ils nous disent ce qu'il a fait par rapport à ce problème anglophone qui couvait depuis longtemps. Mais il propose quand même des pistes de sortie, en tout cas de cette crise, dans son courrier qu'il a adressé au chef de l'État. Beaucoup en proposent. J'ai cité, pour de Jean-Marc Gos tout à l'heure, j'ai cité tous les hommes politiques que vous recevez parfois sur ces plateaux. Je l'écoutais encore sur le plateau de Saint-Jean autour et Equinox Soir. C'est pour dire quand même que les solutions ne manquent pas. Maintenant, entre l'implémentation de ces solutions, ces propositions, alors je crois que le fossé reste quand même assez déséquilibré. Mais toujours est-il que le gouvernement a fait ce qu'il peut faire à ce niveau. Tout est parti de la crise, on ne le dirait jamais assez, de la grève des avocats anglophones qui revendiquaient la traduction du code OHADA en anglais. Le gouvernement a tardé peut-être à réagir à ce niveau. On peut peut-être parler d'incompétence parce que c'est une réaction après coup. On a parlé au problème des enseignants. Ça a été une fois de plus une réaction après coup. Mais quand on se rend compte effectivement que toutes ces solutions ont été solutionnées, en fait, tous ces problèmes ont été solutionnés, la situation n'a pas évolué. La situation n'a pas évolué. Non, ils sont même allés, le gouvernement Valo, ça il faut le dire, est allé même au-delà de ce qui avait été demandé par les anglophones. Pour ce qui est des avocats anglophones, ça a été dépassé. Il y a même eu, au niveau de la fonction publique, on a ouvert des pans juste pour permettre aux anglophones d'émerger. Même au niveau des nominations, il y a eu beaucoup d'anglophones qui ont mérité quand même des postes qu'ils n'avaient jamais occupés jusqu'ici. Rappelez-vous que le ministre de l'administration territoriale, c'est quand même un anglophone, M. Atangandi, même comme il ne fait pas l'unanimité de ce côté. Mais toujours est-il quand même qu'il y a eu beaucoup de changements à ce niveau, il faudrait au moins déjà l'accepter. Mais la situation continue à s'enliser. Donc le véritable problème ne se trouve pas en ces problèmes qui ont été posés. Le problème est ailleurs. Il est imminemment politique. Mais au-delà de ce problème imminemment politique, il y a également d'autres aspects qu'on ne dit pas assez. Je vous rappelle que M. Sisiko Ayuk Tabé avait été accusé depuis 2011 d'avoir signé des pactes avec des firmes qui créent des guerres au niveau du golfe de Guinée pour l'exploitation du pétrole à ce niveau. Je vous rappelle que Bakassi est quand même la capitale de la République virtuelle d'Ambazonie. C'est du côté du sud-ouest où se trouve effectivement ce fameux Bakassi-là qui, dit-on, avait déjà fait l'objet des deals sous table avec Sisiko Ayuk et une compagnie qu'on appelle Kilimanjaro Capital Limited. Donc, il faut commencer peut-être à chercher à ce niveau. Peut-être qu'ils veulent pousser au gouvernement justement à ce niveau pour espérer avoir cette manne pétrolière. Mais qu'on le sache, aucun gouvernement au monde n'a accepté aussi facilement la sécession. Alors, donc on fait le tour et on parcourt également ce que le messager nous propose comme étant la sortie de Titus Edouard, l'économie en tout cas de ce communiqué, de cette volumineuse lettre adressée au chef de l'État et contenue dans le journal Le Messager. On parle également d'autre chose. Dans la nouvelle expression, l'affaire MRC, un des avocats libérés raconte un peu comment est-ce qu'il a été interpellé et qu'est-ce qu'il a vécu. Il dit avoir été interpellé alors qu'il n'était même pas à côté de ce qui se passait. Il était plutôt devant une microfinance. Il menait sereinement ses activités. Oui, beaucoup ont été interpellés alors qu'ils n'étaient pas directement sur le front. Beaucoup ont été interpellés un peu plus tard. Maintenant, c'était peut-être dans le cadre de l'exploitation pour essayer de freiner quand même cette surenchère politique qui arrivait à grandes enjambées. Vous avez lu, je crois, le quotidien Émergence qui dit que les marches pacifiques vont se poursuivre. Et je vous rappelle que c'est au cours de ces marches pacifiques quand même que l'ambassade du Cameroun à Paris a été détruite. Et je vous rappelle que c'est une représentation diplomatique qui venait de coûter 5 milliards de francs CFA au portefeuille du contribuable pour sa réflexion. Et ça a été détruit totalement. Ce sont des choses quand même, toute proportion gardée, que l'on devrait comprendre. Même comme le MRC par la suite s'est désolidarisé, la preuve, il y a une brigade anti-Sardina qui vient d'être créée du côté de Paris. Donc il faudrait que l'on comprenne que ce ne sont pas des situations qui permettent l'émergence ou l'édification réelle d'un pays. Parce que quand on détruit un bien, il faut toujours ressortir l'argent pour le reconstruire. Ça retarde un peu le développement. Il faudrait que l'on comprenne que la bataille doit davantage se positionner au niveau du débat, au niveau du champ politique, du champ intellectuel, et non au niveau de la destruction du matériel qu'on est toujours appelé
à racheter alors qu'on n'a pas suffisamment de devises. Alors, il y a cette affaire du MRC, en tout cas, dans un des avocats libérés qui raconte un peu ses déboires et comment est-ce qu'il a été interpellé. Ça, c'est dans la nouvelle expression. Émergence s'intéresse aussi à Mamadou Mota qui dit « Nous allons relancer les marches pacifiques ». Simplement. Parce que c'est lui, désormais, le président par intérim de ce parti politique, le MRC. Non, c'est une façon de dire à l'opinion publique que le MRC peut survivre à son président, tout simplement. Que ce n'est pas parce que Maurice Kamto a été embastillé que le MRC va mourir. Le MRC ne doit pas mourir. Moi, je crois que c'est le message. C'est le message que cette sortie du nouveau président du MRC veut faire passer au sein de l'opinion publique. Mais en tout état de cause, et comme le disait, le MRC va continuer les marches pacifiques, comme ils ont dit. Bon, maintenant, avec le risque qu'il y ait des débordements, comme il y en a eu le 26 janvier dernier. Le 26 janvier, il faut le dire et pour le rappeler, pour le dénoncer d'ailleurs. Le Cameroun, en tant qu'État, était sorti de la civilisation le temps d'un week-end. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une représentation diplomatique soit autant pillée, avec autant de sauvagerie, pour une nation qui se veut une république, qui est dans la civilisation moderne. Et il faut le dire pour dénoncer. Cela ne s'est pas fait suivant les règles de l'art. Il y a des façons de revendiquer. Bon, maintenant, à qui est-ce qu'on peut imputer cela? Au MRC qui dit non? Ou alors aux anti-sardinards ou aux anti-tontinards? Il faut que les responsables... Qui ne dorment pas et qui n'attendent même pas la sortie du MRC pour poser les actes. Oui, que les responsabilités soient établies. On a une justice dans ce pays. Il faut que les responsabilités soient établies face à ce que moi j'appelle la profanation de notre représentation diplomatique. Vous avez vu les photos d'un président de la République. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit président de la République, c'est une institution. On ne peut pas impunément profaner une institution. Déchirer sa photo. Non, c'est pas normal. Quel que soit le bord dans lequel on se trouve, pour le moment, c'est le président de la République. On doit le prendre comme tel. Moi, je pense qu'il est nécessaire que les responsabilités soient établies par rapport à cette sortie de la civilisation que nous avons effectuée le 26 août 2019. Alors, donc on peut lire également ce que le messager, j'allais dire Émergence, propose après la sortie de Mamadou Mota, qui dit nous allons relancer les marches pacifiques, et c'est lui qui porte la voix en tout cas du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est le président par intérim. Oui, juste pour préciser que ces anti-sardinats doivent comprendre que même en France, il y a une loi qui vient d'être votée, hein, une loi anti-casse. Ça veut dire que ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Il faudrait que l'on comprenne que quand on se met en marge de la loi, on peut en même temps subir la rigueur de la loi. Et je rappelle en même temps, en passant, aux militants du MRC, la sortie du ministre Paul Atangandi qui a dit « C'est le MINED qui valide les formations politiques », que l'on le sache. La tutelle des formations politiques, c'est le MINED. Que l'on le veuille, la preuve, il y a même toute une direction en charge de ces partis politiques-là au ministère de l'administration territoriale. Et le ministre Atangandi l'a dit, il est possible pour l'administration de dissoudre un parti politique quand ce parti se met en marge des lois républicaines. Il est normal de marcher. Nous sommes de ceux, effectivement, qui demandent qu'on doit encadrer les marches. La marche est une expression de la démocratie. Il est normal de marcher. Il est de l'obligation de l'autorité administrative d'encadrer ces marches-là. Mais quand ces marches laissent place au libertinage et aux destructions, il faudrait que ceux qui le fassent, que ceux qui le font, sachent qu'effectivement, on peut être frappé par la rigueur de la même loi. Et on espère que les uns et les autres comprendront effectivement que le plus important
n'est pas de casser, mais on peut tous revendiquer et faire changer les choses. Alors, c'est dans la presse ce matin. Mutation, pour sa part, s'intéresse au Cameroun avec le poison du tribalisme qui est donc qui se répand à tous les niveaux. On voit bien à travers les journaux, certaines presses qui s'intéressent, qui se tutoient sur ce plan-là, du tribalisme et autres. Et le journal parle donc de ce poison qui continue de se répandre partout. Je crois que le terme est bien utilisé et c'est à bon escient. Moi, j'aime toujours à le dire. Lorsque on pose le problème du Cameroun en termes de tribalisme, on a en face de nous un système d'une équation à 250 inconnue et donc mathématiquement insoluble. On ne peut pas résoudre un système d'une équation à 250 inconnus. Dans le système mathématique actuel, c'est impossible. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'effectivement, le problème du tribalisme au Cameroun, c'est un couteau à double tranchant. Quand tu le touches, il te blesse. Et quand tu le manipules très mal, il te blesse. C'est comme un couteau. Bon, moi, je pense qu'on devait prendre ce problème-là avec beaucoup de tact. Dans les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Il y a les anti-sardinards, les anti-tontinards, le clan Bolo, le clan Bamileke, les ci et ça, jusqu'au haut niveau de l'État, parce qu'il y a tout un dossier qui a parlé de ça, par rapport au clan Bolo, le clan Nanga et tout ça. Je pense que, et c'est j'ai suivi hein, dans le journal de catholique là, qui dit que le pape, lorsqu'il a rencontré les musulmans, a dit que nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes obligés de vivre dans ce pays. Nous ne savons pas comment nous y sommes arrivés. Nous sommes arrivés comme ça, comme sortis de la cuisse de Jupiter, et tel est né à Bafoussam, l'autre est né, et dans un même pays. Et nous avons le devoir de rester indivis, ce que les générations passées nous ont légué. Et c'est de cela qu'il est question. Et pour vivre, il faut faire avec le tribalisme. Et il ne faut pas agiter le tribalisme pour mieux diviser les Camerounais. Moi, je pense qu'on devait mettre des formules telles que le tribalisme soit intégré dans la vie au quotidien. Et les politiques ont un rôle très important à jouer. Et je crois que c'est eux qui contribuent à l'exacerbation du tribalisme. Sinon, comment veux-tu que lorsqu'on nomme un ministre de la République, on va fêter dans son village? Et c'est son village qui dit, voilà, merci pour le président de la République d'avoir nommé notre fils. Ce n'est pas le ministre du village, c'est le ministre de la République. C'est des petits détails comme ça qui contribuent à l'exacerbation du tribalisme dans ce pays-là. Très bien. On a encore vu ça ce week-end avec les ressortissants de l'Est du Cameroun qui sont retrouvés, ceux qui ont été nommés et d'autres maintenus, qui sont retrouvés pour célébrer la nomination et le maintien de certains membres du gouvernement. Alors, quand vous regardez la une de Mutation ce matin, il y a le Cameroun qui est pratiquement en noir, le grand titre en rouge. Flavien, j'accuse avec véhémence tous ces journaux nombrilistes qui se permettent de faire ce genre de choses. Il n'est pas normal de relayer ce genre de cérémonie. Ailleurs au Tchad, par exemple, un ministre nommé qui va festoyer chez lui est directement frappé. Un directeur général qui le fait est directement frappé. Il faudrait que l'on le comprenne. Bernard a dit, on est ministre de la République. Il faut qu'on nous enlève ces replis identitaires. Toi et moi, on n'est pas la même géographique. Encore moins avec Bernard Batana. Mais on n'a jamais eu de problème. La preuve, on fait les mêmes plateaux depuis plusieurs années. Alors, rien n'a changé. Nos épouses ne sont pas nécessairement de nos ethnies. Il faudrait que l'on arrête ça. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Je l'ai toujours dit. Il y a deux ethnies au Cameroun. Véritablement. Il y a l'ethnie des pauvres et l'ethnie des riches. Parce que, ne me dites pas, qu'est-ce que la Bayam Selam qui est au quartier, une femme Bouddha, une femme Babadou, je ne sais pas quoi, à voir avec un Sylvain Gouchingue. Croyez que la femme là va rencontrer un Gouchingue quand? Comment? Où? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un certain Kadi de Fosso, avec un certain Fosso Victor? Non. Il y a la race de ceux qui gouvernent, il y a la tribu de ceux qui gouvernent, ceux qui pillent, ceux qui amassent la fortune avec le sentiment de ces gouvernants-là et la tribu des pauvres. Peut-être vous et nous.
peut-être les autres. Donc, ce sont justement, c'est la tribu de ces riches-là qui distille ce poison justement pour davantage séparer les Camerounais. Qu'est-ce que le Bamleke de Fongo Tongo qui vend au marché central à voir avec Maurice Kamto qui a été ministre de la République, donc la femme est ministre plénipotentiaire, diplomate, oh, il a arrêté ça. Il n'y a pas de tribu, de tribalisme au Cameroun. Ce sont ces gouvernants-là, Bernard l'a dit, qui doivent arrêter cette affaire. C'est eux qui créent cette guerre-là. Imaginez que Maurice Kamto se présente au tribunal et dit « Moi, Bamleke, tel, tel. » On n'a pas besoin de ça. Et que l'autre ministre Grégoire Ona de rétorquer que qu'est-ce que l'affaire des boules vient faire. Vous voyez, des gens se crêpent le chignon parce qu'en fait, ils sont en train de protéger leurs avoirs nombrilistes. Il faut qu'on arrête ça. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ce sont ces gens qui nous gouvernent qui veulent davantage diviser les Camerounais pour mieux régner, pour mieux s'asseoir. Il faudrait que les pauvres comprennent qu'ils n'ont rien à voir avec ceux qui gouvernent. Qu'ils n'ont rien à voir. Il faudrait qu'on le comprenne, qu'on se le mette en tête et que ça continue. C'est justement cette tribu des faibles, cette tribu de pauvres qui ira effectivement à la conquête de ce pouvoir. Parce que la rue a un pouvoir incommensurable. Vous avez vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Il est possible effectivement que l'ethnie des pauvres finisse également par faire renverser l'ethnie des riches. Pour moi, il y a deux ennemis au Cameroun qui nous laissent le reste. Et c'est vrai, enfin, je voudrais dire, c'est la une. Non, je dis la une de Mutation ce matin, qui parle donc de le poison du tribalisme, avec notamment ce qu'on observe au Cameroun, et la plupart des tabloïds qui reviennent également sur juste une précision. Le feu professeur Monkoko Priso, sorti d'une émission de télé, il avait dit, il y a en 2014, mes enfants posaient le problème ci-dessus sur la table, le tribalisme. Je dis, mais attends, professeur, c'est pas possible. Il n'y a pas de tribalisme comme on dit, non. C'est le mal qui va tuer ce pays. Et l'avenir, semble-t-il, lui a donné raison. Voilà. Alors, on peut parcourir l'article ce matin dans le Messager, dans Mutation, pardon, qui révèle un peu au grand jour tout un dossier de la page 7 à la page 11 et avec des réactions que je vous invite à lire. Et tout cela, on va sortir donc en disant un mot sur la lettre qui a été lancée par Kamfia, donc 79 000 enfants et adolescents qui vivent avec le VIH-Sida au Cameroun. Oui, c'est un problème de santé publique, le VIH-Sida. C'est un rapport qui a été rendu public. Qui concerne en même temps les adultes que les enfants, parce que de façon génitale, là, on peut transmettre. C'est à déplorer, malheureusement. Mais il faut dire que beaucoup d'efforts sont faits par rapport à l'éradication du sida au Cameroun. Très bien. Thierry? Pas grand-chose à dire. C'est juste un cri d'alarme que le gouvernement devrait faire davantage. Il en fait, qu'il fasse davantage pour éradiquer totalement cette maladie. C'est déjà fait entre la mère et l'enfant, parce qu'il y a des mères qui peuvent être atteintes de cette maladie. Et à travers, si c'est vite su à l'hôpital, on peut couper le lien entre la mère et l'enfant, et l'enfant naît sans aucun problème. Donc vivement que de pareilles initiatives soient menées et que les parents qui sont atteints de cette maladie n'aient pas honte qu'ils aillent à l'hôpital et on pourrait... Merci, la presse est donc disponible en kiosque ce matin. Vous pouvez davantage lire et être au parfum de l'actualité. C'était la première édition de la semaine. La seconde, c'est demain, lorsqu'il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.